docteur en sciences. Voilà, je suis un peu un électron libre qui est passé de la recherche animale à la recherche humaine, qui s'est intéressé à la nicotine il y a très très longtemps, il y a un petit peu plus de 30 ans, à une époque où le tabagisme ne s'était pas très considéré comme quelque chose de sérieux. Mais bon, voilà, j'ai fait mon chemin et je suis resté finalement dépendant de la nicotine, parce que c'est mon travail au quotidien, alors que je venais juste d'arrêter de fumer quand j'ai commencé ma thèse. Et tu peux passer à la suivante. Donc, bon, j'ai eu de multiples casquettes. Hein. Je suis un des premiers, j'étais le premier boursier de la Société française de tabacologie, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et j'ai aussi participé aux premiers enseignements de la tabacologie en France. On a commencé en 1986, hein, et j'enseigne toujours la pharmacologie de la nicotine dans la plupart des DU, DIU, capacités, d'addicto et autres. Simplement pour signaler que je réalise aussi tous les mois une petite revue scientifique sur la tabacologie, principalement. Pour la Société de tabacologie, et que ces lettres sont disponibles sur le site, et dont une en particulier qui nous intéresse ce soir, que j'ai faite en septembre 2013, donc ça fait un petit moment déjà que je m'intéresse au sujet, sur bien sûr la cigarette électronique. Alors, le problème à l'heure actuelle, c'est que depuis quelques années, depuis à peu près 4 ans, on a vu les ventes de tabac chuter de façon relativement importante. En 2013 et 2014, on a eu entre 6 et 7% de chute de ventes de tabac, et qui n'étaient pas expliquées par des mesures inhabituelles de contrôle du tabac, que ce soit des campagnes PES ou autre chose comme ça. Donc, il y a de fortes chances que ce qui explique ce phénomène, c'est au moins en grande partie l'arrivée de la cigarette électronique, où il y a eu un accroissement exponentiel en 2012-2013, et puis un petit tassement à partir de 2014. On verra que ce tassement, et en particulier la dernière mesure du mois de mars de cette année, 2015, où on voit le tabagisme qui reprend. Et je pense que c'est une simple illustration de la cigarette électronique depuis le début de l'année, plus particulièrement, ça fait un petit moment, mais là, depuis le début de l'année, il y a eu vraiment des mauvaises presses, et qui ont malheureusement fait retourner les fumeurs, les vapoteurs, vers le tabac. J'ai beaucoup apprécié l'approche de la description de Xavier sur la réduction progressive des doses, et avec certains patients chez qui c'est quelque chose qui sera impossible et qui seront peut-être amenés à être sous substitution à vie. On a exactement la même chose dans le cas du tabac, où la substitution elle est réalisée par la nicotine. Et la cigarette électronique est arrivée à apporter aux fumeurs une substitution efficace, mais qui a un plus par rapport à la substitution qui existait déjà, qui sont les substituts nicotiniques, c'est que le fumeur arrête dans le plaisir. Et ça, je pense que c'est un facteur clé, parce que le fumeur garde son plaisir, découvre un autre plaisir. Et on va y venir. En Angleterre, parce qu'en France, je ne peux pas vous montrer de données, on n'en a pas. Vu que le baromètre santé, on l'a une fois tous les 5 ans, et encore, il est publié 2 ans après. En Angleterre, leur baromètre santé, pour le tabac, c'est tous les mois. Donc, ils sont très bien démontrés. Vous voyez la courbe violette qui part de très bas à partir de 2009, que la méthode employée par les fumeurs la plus importante à l'heure actuelle, c'est la cigarette électronique pour arrêter de fumer, et avec un taux de succès nettement supérieur. Alors, les questions que tout le monde se pose, bien sûr.
D'abord, la nicotine est-elle aussi toxique qu'on le dit? Parce que cette pauvre nicotine, depuis 30 ans, elle s'en prend à chaque campagne anti-tabac où on assimile les méfaits du tabac, du tabagisme, à la nicotine. Or, la nicotine, je vais vous montrer, n'est pas aussi toxique qu'on le dit. La vapeur de cigarette est-elle aussi toxique qu'on le dit? Et que certaines études le disent surtout. Qu'en est-il des arômes? C'est peut-être la partie où pour l'instant on a le plus d'inconnus. C'est sur la partie des arômes, parce que les arômes qui sont utilisés pour la cigarette électronique, ou le vaporisateur personnel, comme je préfère l'appeler, parce que c'est un vaporisateur, et que pour l'instant on parle de vaporisateur de nicotine, mais dans le futur on pourra peut-être envisager une vaporisation d'autres choses, y compris des médicaments, voire des vaccins. Donc le problème des arômes, c'est que ce sont tous des arômes qui viennent de l'industrie alimentaire. Il n'y a pas d'arômes qui ont été développés pour la vapologie, pour la cigarette électronique. Donc ce sont des arômes qui ne posent aucun problème à être ingérés, mais inhalés, on peut se poser des questions. Donc c'est, à mon avis, le seul petit point noir qui reste sur la cigarette électronique, si tant est qu'on le compare avec la réalité qui est la mortalité du tabagisme, 200 personnes par jour en France. Les chiffres de mortalité pour la France ont été revus à la hausse récemment, on parlait toujours de 73 000, on est passé à 78 000, et 78 000 c'est pour l'année 2010, donc je pense qu'on a allègrement passé les 80 000 depuis un certain temps. Et pourtant, on n'a guère fait de progrès de ce côté-là, sauf peut-être justement avec cette cigarette électronique. Est-ce qu'elle aide vraiment à arrêter de fumer? D'abord, la nicotine. La nicotine, c'est pas le problème, c'est la solution. Les gens fument pour la nicotine plus d'autres substances qui sont contenues dans la fumée de tabac et qui potentialisent la dépendance à la nicotine. La nicotine pure, et on va le voir, on le voit avec les substituts déjà, avec un recul de 30 ans, et avec la cigarette électronique, la nicotine pure est beaucoup moins addictive. Ce qui crée l'addiction si forte de la cigarette, ce sont les substances qui ont une action synergétique avec la nicotine. Ce sont en particulier des IMAO. L'effet IMAO de la fumée de tabac, ça représente 40% d'un traitement antidépresseur en efficacité. L'acétaldéhyde, qui lui aussi participe, il y a certainement d'autres substances. Dans la fumée de tabac, il y a au moins 7000 substances chimiques recensées. Donc on n'a pas tout analysé. Mais les gens ne meurent pas à cause de la nicotine. Ils meurent parce qu'ils inhalent de la fumée. Ils pourraient fumer de la salade séchée, ils auraient exactement les mêmes toxiques. Des goudrons cancérigènes, du monoxyde de carbone et des particules fines, solides. C'est exactement la même chose. Tout ce qui est combustion va forcément produire les mêmes toxiques. Sauf qu'avec la salade, ils n'auraient pas la nicotine. Donc c'est la fumée qui tue, c'est pas la nicotine. La nicotine n'est pas dangereuse. Et il se trouve que justement, dans la cigarette électronique, il n'y a pas de combustion. Donc, pas de goudron, pas de monoxyde de carbone, pas de particules fines solides. On n'a plus qu'une vapeur composée, on va le voir, je vais le décrire, de propylène glycol, de glycérine végétale, de nicotine, d'arômes, mais il n'y a pas de combustion. Comme je le disais, la fumée de tabac contient plus de 7000 substances chimiques, dont de nombreuses substances toxiques et plus de 69 cancérigènes reconnus, dont 11 sont reconnus comme des cancérigènes primaires par l'OMS. La nicotine n'est pas cancérigène. Et beaucoup de fumeurs et certains professionnels de santé le croient encore. La nicotine n'est pas un risque cardiovasculaire significatif. La nicotine a
un effet vasoconstricteur aigu, mais pas en chronique. Et je vais vous montrer une étude qui montre clairement cet effet. Et cette fameuse dose létale dont on parle tout le temps, qu'on se traîne depuis 150 ans en fait. Moi, ça fait 30 ans que je cherchais à trouver les sources de ces fameux 30 à 60 mg chez un adulte comme dose létale, sans jamais réussir à trouver la recherche fondamentale à l'origine de ça. Un toxicologue autrichien, en 2013, une publication de 2014, Bert Mayer, a montré, donc publication de 2013, a été recherché dans des vieux grimoires allemands, donc qui étaient vieux de 150 ans, et en fait ces doses ont été simplement déterminées par des médecins qui se sont amusés à tester les effets de la nicotine, et puis bon, allez, on va dire 60 mg. Il n'y a aucune base solide pour le démontrer. Et par contre, on en parlera tout à l'heure rapidement, lui est allé voir les cas rares de suicide réussi à la nicotine, parce qu'il y a beaucoup de tentatives, mais peu de réussite. Et il a estimé, on va voir qu'on n'est pas à 60 mg, mais on est au plus bas entre 500 et 1000 mg. Et de nicotine absorbée et non pas ingérée. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. On va tordre le cou aussi à une vieille idée, c'est les cigarettes légères. Ça n'a jamais existé. Cigarettes légères, c'est simplement des cigarettes normales dans lesquelles on va créer des petits trous au niveau du filtre qui vont apporter de l'air pour diluer la fumée. Ça va flouer la machine à fumer, parce que la machine à fumer, elle ne sait pas boucher les trous. Donc, si vous apportez de l'air, qu'est-ce qui se passe? Vous diluez la fumée. Donc, vous diluez la concentration de nicotine, de goudron, de CO. Mais si un fumeur prend une cigarette légère, il va très vite apprendre. D'abord parce que les trous se trouvent à peu près là où on met les doigts ou les lèvres, quand on enfonce bien le filtre à fond. Et voilà, si on bouche les trous, il n'y a plus aucun effet. Donc ça n'existe pas, les cigarettes légères. Et c'est très important aussi parce que c'est important pour les tabacologues lorsqu'ils prescrivent des substituts nicotiniques pour leur dosage approprié. C'est important aussi pour la cigarette électronique, pour les gens en boutique qui vont conseiller les fumeurs, ne pas les sous-doser et surtout pas croire que le 0,8 mg marqué sur le paquet de cigarettes veut dire quelque chose. Et je vais vous le montrer. C'est une étude qui a été faite en Angleterre par Martin Jarvis sur ce qui était l'équivalent du baromètre santé à l'époque, qui était déjà annuel chez eux et non pas tous les 5 ans. Donc ça date de 98. Et qui a montré clairement que si ces fameuses cigarettes légères, celles à très faible taux de nicotine ou jusqu'à 1 mg, en fait, en prenant des échantillons de salive des gens interrogés, en sachant combien de cigarettes ils avaient fumé ce jour-là, un petit calcul mathématique a permis de déterminer combien de milligrammes de nicotine ils tiraient de leur cigarette. Quel que soit le type de cigarette, normale, légère ou ultra légère, un fumeur va chercher à peu près 1 mg de nicotine dans sa cigarette. Mais il est capable de tirer jusqu'à 3 mg. Parce que dans une cigarette, quelle qu'elle soit, vous avez 12 à 14 mg de nicotine. Le fumeur va réussir à en récupérer entre 1 et 3 mg. Mais il y a largement suffisamment pour contrôler cette dose. Et le fumeur sait très parfaitement contrôler cette dose. Une autre étude qui le démontre, c'est une étude à l'époque qui a été faite. C'est le labo aux États-Unis où j'ai passé 2 ans. Mais donc ça, c'est une étude qui était postérieure à mon passage. Où c'était à l'époque où on commençait à parler de réduction de consommation avec substitution. Donc c'était pour démontrer qu'il n'est pas dangereux de fumer tout en portant un patch. Et dans cette étude, les gens n'ont pas porté simplement un patch, mais jusqu'à 3 patchs.
donc jusqu'à 63 mg de nicotine. C'était des fumeurs qui fumaient en moyenne 30 cigarettes par jour, et quand ils étaient à 63 mg de nicotine, 3 patchs actifs, ils fumaient encore quasiment 13 cigarettes par jour. Seulement, eh bien, quand on regarde ce qu'ils inhalaient par cigarette, on voit que sous placebo, ils inhalaient jusqu'à 2,5 mg par cigarette. Avec 3 patchs, ils n'inhalaient plus que 1,6. Il y avait encore du boulot avec cela. Même les 3 patchs, ça ne leur suffisait pas. Ceci dit, ce qui est important, c'est que lorsqu'on regarde le monoxyde de carbone dans l'air expiré, eh bien, on a l'effet en miroir, plus ils ont de nicotine à bord, moins ils tirent sur leur cigarette. Et je n'ai pas le temps de vous le montrer pour l'instant, on pourrait y revenir durant les questions. Donc ça, c'est une étude avec des fumeurs qui passaient une semaine en clinique, qui étaient contrôlés, etc. Et donc, il y a un jour par semaine, ils avaient un holter, et on a pu constater que, quel que soit le taux de nicotine avec les patchs plus les cigarettes, il n'y avait strictement aucun effet sur la fréquence cardiaque, sur la pression artérielle. Il faut savoir que l'effet cardiovasculaire de la nicotine, il plafonne à 1 cigarette. Le risque maximum cardiovasculaire, vous l'atteignez avec 1 cigarette par jour. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dose safe, sûre, de consommation de tabac. Et c'est pour ça qu'on a interdit de fumer dans les lieux publics, parce que la simple fumée passive peut déclencher un infarctus du myocarde. Par contre, une fois que vous avez atteint ce risque maximal cardiovasculaire, vous pouvez rajouter autant de nicotine que vous voulez derrière. Il y a un effet plateau. Vous n'accentuez pas l'effet. Donc cette fameuse dose létale de nicotine a été réévaluée par Bernd Meyer, basée sur des cas de suicide. Et il a clairement démontré que la dose létale n'est pas de 0,8 mg par kilo, telle qu'elle était dans tous les grimoires, mais plutôt quelque chose basé entre 6 et 13 mg par kilo, au minimum. Et il s'agit de nicotine absorbée et non pas ingérée. Il faut savoir que quand on ingère de la nicotine, le premier symptôme, c'est nausée, vomissement. Donc, le risque d'intoxication à la nicotine en buvant un liquide de cigarette électronique, il est quasiment nul. D'abord parce qu'il faut avoir en tête que les dosages maximums qui sont en vente en France sont à 20 mg par millilitre. Ça représente une dilution à 2%. C'est simplement une dilution à 2%. Et la majorité de cette nicotine qui va être ingérée va être en fait vomi. Donc il y aura très peu de nicotine qui va être absorbée, d'autant plus que la nicotine arrive dans un milieu acide, l'estomac. Or, la nicotine ne passe pas à travers les membranes lorsqu'elle est en milieu acide. Elle ne passe que lorsqu'elle est en milieu alcalin, basique. La nicotine, c'est une base faible, et c'est pour ça qu'elle peut passer à travers la peau, à travers la muqueuse buccale. Tant qu'elle est dans un milieu alcalin, ou à pH physiologique, elle va passer les membranes. En milieu acide, elle ne passe pas. Juste pour montrer que les effets à long terme de la nicotine inhalée, nicotine pure, sans la fumée du tabac, donc ça, ce sont des études, une étude qui a été faite chez le rat, qu'on a exposé pendant 2 ans à des inhalations quotidiennes, 20 heures par jour, 5 jours par semaine. Et au bout de ces 2 ans, eh bien, on n'a aucune augmentation de mortalité, ou pas d'athérosclérose, pas de tumeur spécifique, etc. La seule différence entre le groupe témoin et le groupe traité, c'était le poids, puisque la nicotine a un léger effet d'accélération du métabolisme. Moins que la fumée totale, le fait de fumer accélère encore plus, mais déjà la nicotine a un petit effet. Alors, ça c'était juste pour vous rassurer déjà sur la nicotine, parce que la Norvège a quand même publié un gros dossier il y a un mois, ne trouvant rien à dire finalement de sérieux sur la cigarette électronique, elle a tapé sur la nicotine, une fois de plus. Les cigarettes électroniques, il faut savoir que ça a évolué très vite. Jusqu'en 2011, début 2012, on n'a quasiment que ça sur le marché.
ce qu'on appelle en anglais les cigarettes. Moi, j'appelle ça les fausses clopes. Ce sont des cigarettes électroniques, mais comme toute cigarette électronique, elle est constituée d'une batterie, donc c'est la partie blanche, hein, et puis une partie avec un atomiseur, c'est-à-dire en fait une résistance chauffante, une petite mèche qui passe à travers pour y apporter le liquide, et quand on, sur ce type-là, on tire dessus, il y a un effet de dépression, donc ça déclenche l'alimentation de la résistance, ça produit une vapeur. Et une partie où il y a le liquide qui est contenu. Les batteries, là, elle est toute petite. Et donc, ça ne durait pas longtemps. Et surtout, c'est absolument pas, ça ne procure absolument pas pour un fumeur l'effet d'une cigarette. Donc c'est vraiment un type de cigarette électronique qui a été très vite abandonné. Il faut savoir que l'innovation, elle est venue des consommateurs. C'est eux qui ont fait remonter les informations aux fabricants chinois, ils sont tous chinois, qui ont en quelques mois fait évoluer pour passer à la seconde génération, celle qu'on voit un petit peu partout, qui sont souvent noires. Donc la batterie, pareil, sauf qu'elle est 2 ou 3 fois plus grosse que celle-ci. Donc elle va avoir une autonomie supérieure, elle va pouvoir délivrer une puissance supérieure. Et puis on a un atomiseur qui est dans un réservoir qui lui est plus important. Et donc on va pouvoir recharger sa cigarette électronique pour tenir la journée ou au moins la demi-journée. Et avec ça, il y a des gens qui ont commencé à réussir à arrêter de fumer. Il y a quelques heureux qui ont réussi avec ça, mais ils sont rares. Et c'est pas un hasard si l'industrie du tabac ne s'occupe que de ce type-là. Et qu'elle a fait écrire la directive européenne pour que d'ici 1 an, seul ce type de cigarette soit légal sur le marché. Tout ce qui est là va être interdit dans 1 an. Merci les lobbies. Merci les lobbies, oui. La 3e génération, c'est les modes. Alors là, vous avez un pratiquant qui pourra vous montrer ce que c'est qu'un mode tout à l'heure. Là, on a affaire à une batterie beaucoup plus puissante qui permet de réguler exactement la puissance que l'on veut. On a un atomiseur dont on peut refaire soi-même les résistances. Et donc, avec quelque chose de beaucoup plus adaptable, modifiable, c'est pour ça qu'on appelle ça les modes, parce que c'est modifiable. Et la plupart des vapoteurs à l'heure actuelle, disons peut-être pas la plupart, mais disons au moins 30%, sont sur ce type de système, qui sont maintenant progressivement aussi remplacés par ce qu'on appelle des box. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un tube, c'est une petite boîte avec, pareil, un contrôle de puissance. Vas-y. Alors, la vapeur de cigarette électronique, elle est basée, comme je dis tout à l'heure, sur 5 ingrédients de base. Le glycérol, la glycérine, tout simplement. Le propylène-glycol, qu'on utilise couramment en industrie alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, etc., qu'on connaît depuis toujours, qu'on utilise au théâtre, au cinéma, pour faire du brouillard, dans les boîtes de nuit. Donc c'est un produit qu'on connaît bien, c'est un produit qui, même dans les années 40, a été utilisé comme désinfectant dans les hôpitaux aux États-Unis. Il semblerait qu'il y ait un pouvoir bactéricide et autres. Et on commence à se poser des questions justement au niveau pulmonaire. Les vapoteurs se rendent compte qu'ils sont souvent moins susceptibles de faire des grippes, bien sûr des bronchites, mais ça, le simple fait d'arrêter de fumer améliore tout. Donc de l'eau un peu, de la nicotine et les arômes. Plus ou moins de l'alcool, pas toujours. Le propylène-glycol, il y a de nombreuses études chez l'animal qui montrent clairement que ça n'est pas toxique. La FDA le reconnaît comme non toxique. Par contre, il y a effectivement certaines personnes sont susceptibles et ça peut provoquer des réactions allergiques. Certains vapoteurs sont intolérants au propylène-glycol et à ce moment-là, eh bien, ils prennent un liquide qui est beaucoup plus concentré en glycérine végétale. La glycérine végétale a en plus l'avantage d'adoucir
alors que le propylène-glycol, c'est un capteur d'eau. Hein. Il y en a aussi dans les cigarettes. Hein. Ça permet de garder l'humidité du tabac. Donc c'est un capteur d'eau, donc un vapoteur doit boire plus, et puis la glycérine va venir adoucir. Donc pareil pour la glycérine, pas de données toxiques, sauf en cas de dégradation thermique, c'est-à-dire s'il y a une surchauffe, on en reparlera rapidement tout à l'heure, il peut y avoir une production d'aldéhyde. Et éventuellement des contaminants, des nitrosamines spécifiques du tabac, qui peuvent être des petits résidus qui sont dans la nicotine, même dans les substituts nicotiniques, il y en a des traces. Donc simplement parce que lors de l'extraction de la nicotine elle vient tout simplement du tabac, que ce soit pour les substituts nicotiniques, pour la cigarette électronique, elle est simplement extraite du tabac, et l'extraction elle est pure à 99,89%, mais il y a toujours des petits résidus. Très vite, juste pour montrer que la vapeur de propylène-glycol et de glycérine végétale n'est pas si toxique comparé à la fumée de cigarette. Suivant. Ce n'est pas non plus la nicotine qui pose un problème au niveau de la cytotoxicité, puisque quel que soit ici le taux de nicotine entre 6 et 11 mg par millilitre ou entre 12 et 24, on voit que la cytotoxicité ne varie pas, et que quelle que soit la dilution de la vapeur qu'on utilise, même à 100%, on a une viabilité tout à fait normale. Suivant. La seule chose, et donc beaucoup de ces études ont été faites par le groupe de Polosa en Italie et de Farsalinos en Grèce. Il a trouvé, Farsalinos, 2 ou 3 arômes qui pouvaient poser problème, entre autres la cannelle et éventuellement le café. Donc tout ça, ça va nécessiter des analyses bien spécifiques il va y avoir un vrai travail des aromaticiens pour déterminer quels sont les arômes qui sont vapables, quels sont ceux qu'on doit éviter. Juste, vous rappeler, au mois de janvier, il y a eu une étude qui a fait tous les grands titres, en disant, voilà, il y a plus de formaldéhyde dans certaines cigarettes électroniques que dans la vraie cigarette de tabac. Et donc, plein de fumeurs se sont dit « Oh là là, c'est dangereux, il faut surtout pas que j'y aille ». Et certains vapoteurs sont malheureusement retournés au tabac à cause de ça. Parce qu'ils en avaient marre d'entendre les gens leur rabâcher que ce qu'ils étaient en train de vaper, c'était plus dangereux que leur cigarette. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des chercheurs qui ont fait ça, mais qui ne connaissent rien à la cigarette électronique. Ils ne connaissent pas le principe. Et ils ont fait une étude qui ne correspond pas à la réalité. Ils ont pris une cigarette électronique de seconde génération, comme je vous ai montré, celle qui était au milieu. Et ils ont utilisé un faible voltage, 3,3 volts, ce qui est tout à fait normal. Mais ils l'ont utilisé à un fort voltage, 5 volts, ce qui, pour le type d'atomiseur qu'il y a dessus, représente clairement une aberration. Aucun vapoteur ne fera ça pour la simple raison que s'il fait ça, la première bouffée qu'il va prendre... Elle brûle. Non, c'est infect. C'est dégueulasse. C'est de plein d'acroléine, c'est irrespirable. Donc, il va cracher et il va prendre un verre d'eau parce que c'est vraiment abominable. Et puis il va tout faire pour éviter ça. Sauf que là, ces messieurs en ont conclu que les vapoteurs vapaient ça à longueur de journée et de longueur d'année et se sont amusés à calculer des risques de cancer basés sur cette étude, qui a été reproduite par l'équipe de Farsalinos et qui a montré clairement que ceci ne se produit qu'en cas de dry heat, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de liquide qui arrive sur la résistance et que donc la résistance brûle la mèche et produit de l'acroléine, du formaldéhyde, etc. Mais tout vapoteur, c'est ça. Or, dans l'étude que Farsalinos a faite, il a préparé 2 conditions, une avec un atomiseur qui fonctionne normalement et une avec un atomiseur qui fonctionne encore mieux, avec 2 mèches au lieu d'une. Et il l'a d'abord fait tester aux vapoteurs à différentes puissances et il a clairement montré que quand les vapoteurs détectaient ce fameux effet de dry puff ou de dry heat,
eh bien, ils retrouvaient effectivement des quantités d'aldéhyde très importantes, mais pas dans les autres conditions, c'est-à-dire la condition normale. Jacques, il vous reste 3 minutes. Ouais. Merci. Juste rapidement, on passe à est-ce que la cigarette électronique est efficace pour arrêter de fumer? Alors, il y a d'abord eu des études sur les sites internet, donc des études où on demande aux vapoteurs de participer à un questionnaire. Ce genre d'étude est souvent critiqué par les scientifiques en disant bah oui, mais ce sont des gens qui sont favorables à la cigarette électronique, ce sont des gens qui sont motivés, et donc sur Internet, ils ont tendance à répondre plus. Donc ces études, elles ont montré des taux entre 60 et 80% de réussite pour ceux qui effectivement sont toujours là sur les forums à discuter, etc. J'ai participé à la rédaction d'une petite étude qui a été faite en Italie, dans les boutiques, où l'équipe de Riccardo Polosa a pu montrer que tant à 6 mois qu'à 12 mois, on a un arrêt qui est de l'ordre de 40%. Cette petite étude est une étude pilote, ça n'a pas été validé par le monoxyde de carbone, mais par contre, une étude équivalente a été faite aux États-Unis, où là, il y a eu validation par mesure de CO, et où ils ont trouvé 66% d'arrêt grâce à la cigarette électronique. Je suis en train de faire actuellement une étude équivalente à la petite étude italienne, là, dans 87 boutiques réparties en France. Et donc, on va avoir une idée un petit peu de ce qui se passe en France. Donc, juste pour conclure, la nicotine, ce n'est pas le problème. Enfin, j'espère que c'est clair pour tout le monde. La nicotine, ça n'est pas dangereux aux doses qu'un fumeur ou qu'un vapoteur inhale. C'est un psychostimulant. C'est ni plus ni pire que la caféine. Et c'est quelque chose qui ne va pas poser de problème à long terme. Pareil pour ce qui est de la vapeur rejetée par les vapoteurs. On parle beaucoup de tabagisme secondaire, tabagisme passif. Il n'y en a pas dans la cigarette électronique. Parce que le tabagisme passif, il est principalement dû, non pas à ce que le fumeur rejette, mais à ce qui s'échappe de la cigarette qui n'est pas brûlée. Celle qui est dans le cendrier, celle qu'on tient à la main. Cette fumée secondaire est beaucoup plus toxique que la fumée qu'inhale le fumeur lui-même. Donc c'est pour ça que le tabagisme passif est dangereux. Avec le vapotage passif, il est quasi inexistant. D'abord, la vapeur disparaît très très vite et les doses de nicotine ou toxiques qu'il peut y avoir dans l'air sont vraiment infimes. Il va y avoir des normes. La FNOR a déjà décidé de 2 normes, une sur les liquides, une sur le matériel. Au mois de juin va sortir une 3e norme sur comment on mesure les toxiques dans la vapeur. Et ces normes AFNOR vont devenir la base pour les normes européennes. C'est-à-dire que ça va passer ensuite à l'étape européenne et c'est la France qui va être à diriger ces normes. Alors ces normes, ce sont, comme toutes les normes, c'est pas obligatoire, ce sont les industriels qui les mettent en place, sauf qu'en l'occurrence, c'est pas que les industriels, l'OFT y a participé, EDUS, qui est l'association indépendante des utilisateurs, et 60 millions de consommateurs. Que choisir? Non, l'association l'Institut national. l'INC. Voilà, l'INC faisait partie aussi du groupe. Par contre, donc, il est essentiel que les chercheurs qui publient des études connaissent les produits et demandent avant aux vapoteurs exactement les conditions réelles d'utilisation et ne fassent pas n'importe quoi en mesurant comme ça un truc, en tirant des bouffées avec une machine sans savoir si ce sont des conditions réelles ou s'ils sont en train de faire surchauffer le truc sans qu'ils s'aperçoivent eux-mêmes. Donc les données qu'on a à l'heure actuelle montrent que les cigarettes peuvent aider les fumeurs à arrêter de fumer et même la Haute Autorité de Santé a convenu qu'il ne convient pas de décourager un fumeur qui tente d'arrêter grâce à la cigarette électronique. Voilà, je vous remercie.